Bon, bonjour. Dans la version la plus simple et la plus basique du théorème CAM, on a une hypothèse de torsion non dégénérée qui traduit le fait que le vecteur de fréquence dépend de façon difféomorphe des variables d'action pour un système complètement intégrable. Alors, c'est une hypothèse qui est trop forte, enfin, quand elle est vérifiée, c'est parfait, hein, tout va bien, hein, mais elle est en quelque sorte trop contraignante dans des systèmes qui se présentent vraiment dans la mécanique, parce que souvent, en raison de symétrie ou d'autres raisons, hein, en fait, la torsion est automatiquement dégénérée. Alors, on essaye de remplacer cette hypothèse par des hypothèses plus faibles, et j'avais commencé à introduire tout à la fin du cours la dernière fois une hypothèse alors qui s'appellera non-dégénérescence faible, mais qui dans un premier temps va s'appeler non-planarité. Donc, on va considérer une application donc alpha. Alors, pour le moment, elle est définie sur un ouvert, un voisinage de 0 dans Rm. M est a priori n'importe quelle dimension, hein, et à valeur dans Rn. Donc Rn, c'est l'espace des fréquences, hein, l'espace des vecteurs de fréquences. Donc le alpha, vous pouvez penser à cette application, par exemple, comme celle qui est donnée dans le théorème de conjugaison conditionnelle qu'on a vu la dernière fois et que je ne vais pas rappeler maintenant. Mais enfin, ou simplement comme l'application vecteur de fréquence pour un hamiltonien complètement intégrable. Donc la question c'est à quelles conditions, enfin, on voudrait garantir qu'il y a beaucoup de P, hein, beaucoup de variables P, telles que alpha de P soit diophantien. Donc diophantien avec des constantes spécifiques, hein, appartiennent à HDC, donc de gamma tau. Avec, gamma, il faudra le prendre suffisamment petit, comme d'habitude, sinon, évidemment, HDC de gamma tau pourra être vide. Hein, et tau, il faudra le prendre de façon appropriée également. Alors, donc ça, c'est la question générale, et on commence par considérer le cas m égale 1. Alors, juste, oui, cette observation que j'avais déjà faite la dernière fois, hein, bien sûr, ce n'est pas automatique. On ne peut pas espérer une réponse non conditionnelle, en quelque sorte, sans hypothèse. Hein, puisque si l'image de alpha est contenue dans un hyperplan rationnel, donc avec des coefficients k entiers, hein, donnés par une équation à coefficient entier, eh bien évidemment, aucun paramètre p n'aura la propriété d'être diophantien. Donc, alors, on donne une première définition, la non-planarité, hein, qui correspond au cas m égale 1, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une application de Rm dans Rn, hein, j'ai simplement une courbe. Une courbe, et même un germe de courbe défini au voisinage de 0, et je vais regarder juste en 0. Hein, je dirais qu'un germe, donc un germe de courbe, est non planaire, hein, si je regarde les n premières dérivées, donc c'est à valeur dans Rn, hein, c'est le même n. Hein, les n premières dérivées, y compris la dérivée d'ordre 0, c'est pour ça que ça s'arrête à n-1, hein, eh bien ces n vecteurs, donc ces n vecteurs dans Rn, forment une base de Rn. Bon, voilà une définition très simple. Hein. Et pour justifier la pertinence de cette définition par rapport à l'affirmation qui était juste au-dessus, enfin par rapport plutôt à la remarque qui était jusqu'au-dessus, hein, on a la proposition suivante. Donc, si on a une application, donc maintenant définie sur un intervalle, hein, de classe, disons C infini, mais enfin Cn aurait suffi, définie sur un intervalle grand I, d'ailleurs Cn-1, les conditions suivantes sont équivalentes. Hein. Donc, d'une part, qu'elle soit non planaire, donc au sens de la définition, alors peut-être pas en tout point, mais en tout point d'une partie ouverte et dense de I. Alors, remarquez, avant d'aller plus loin, que cette condition, c'est une condition ouverte sur le paramètre. C'est-à-dire que, bien sûr, le fait d'être une base, quand je perturbe légèrement la valeur du paramètre, je vais perturber légèrement les vecteurs. Et écrire que c'est une base, c'est écrire que le déterminant est non nul, et ça reste vrai au voisinage. Donc, l'ensemble des paramètres t où alpha est non planaire est automatiquement une partie ouverte.
Et donc l'assertion, c'est que cette partie est dense ici. Donc cette partie est dense, si et seulement si, et bien justement la propriété que je veux éviter, celle-là, hein, est vraie, c'est-à-dire que pour tout sous-intervalle non trivial, l'image n'est pas contenue dans un hyperplan de Rn. Alors, bien sûr, il n'y a pas moyen avec cette condition. Cette condition, elle est clairement invariante par le groupe linéaire de Rn, et le groupe linéaire de Rn ne distingue pas entre sous-espaces rationnels et sous-espaces, enfin hyperplans rationnels et hyperplans généraux. C'est-à-dire il agit transitivement sur l'espace des hyperplans. Donc je ne peux pas, avec une condition de ce type, bien sûr, hein, distinguer hyperplan rationnel ou hyperplan. Donc voilà pourquoi ici on obtient simplement le fait que l'image de alpha de J n'est pas contenue dans un hyperplan, c'est le mieux que je puisse espérer. Alors, cette proposition est très facile. Ce n'est pas que je vais m'en servir, mais c'est plutôt qu'elle est utile pour avoir une idée de ce qui se passe. Hein. Alors, dans un sens, c'est très facile. Si on avait un intervalle non trivial J et un hyperplan H tel que alpha de J est contenu dans H, hein, eh bien, automatiquement, bien sûr, l'hyperplan H contient toutes les dérivées, en fait, hein, toutes les dérivées de alpha, et ceci pour tout T dans J. Hein, et donc, évidemment, alpha ne peut pas être non planaire, on ne peut pas former une base avec ces vecteurs, puisqu'ils sont tous contenus dans H. Dans l'autre sens, il y a un argument un tout petit peu plus sophistiqué, mais à peine. Donc, inversement, je suppose que alpha n'est non planaire dans aucun point, en aucun point d'un sous-intervalle non trivial J de I. Et je veux montrer à ce moment-là qu'on va avoir la propriété que l'image de alpha est contenue dans un hyperplan. Alors, en fait, on commence par regarder l'entier K, le plus grand entier, tel que donc je prends les vecteurs, ces vecteurs-là, et je regarde quand est-ce qu'ils sont linéairement indépendants. Alors, donc, je prends le cas le plus grand possible pour lequel il existe T dans J, tel que ceci soit vrai. Alors, bon, par définition, comme c'est non planaire en aucun point de J, hein, je sais que K sera strictement plus petit que N. D'accord ? Donc, ce sera strictement plus petit que N. D'un autre côté, la propriété que ces vecteurs soient linéairement indépendants, c'est une propriété ouverte. C'est une propriété ouverte, donc quitte à réduire, diminuer J, on peut supposer qu'en fait, une fois que j'ai choisi K avec cette propriété, que ces vecteurs-là sont indépendants, effectivement, pour tout T dans J. C'est juste en diminuant J, en changeant le nom de J. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le produit extérieur de ces vecteurs, alpha t dk-1 alpha t, donc c'est un élément de lambda k de Rn. Donc ces vecteurs étant linéairement indépendants par hypothèse, on obtient comme ça un élément non nul de lambda k de Rn. Et on appelle f de t donc le sous-espace associé, enfin le sous-espace engendré par ces k vecteurs, donc un espace de dimension k. Et comme on l'a dit, hein, K est strictement plus petit que N. Alors, on va montrer que f de t, en fait, on va montrer qu'en fait que f de t est constant localement, hein, et donc ça veut dire, comme alpha de t est bien sûr contenu dans f de t, hein, ça voudra dire qu'il y a un sous-espace non trivial, dimension K en l'occurrence, hein, qui contient alpha de t pour tout t dans un sous-intervalle, ce qui est bien ce qu'on veut démontrer. Enfin, on veut le démontrer avec un hyperplan, mais un sous-espace encore plus petit, c'est encore mieux. Donc, on dérive lambda de t. Quand on dérive grand lambda de t, ça ne sert à rien de dériver les premiers vecteurs, puisque à ce moment-là, on obtiendra 2 fois le même vecteur et on obtiendra 0. Donc, dans cette application multilinéaire, on va seulement dériver le dernier, hein, et on obtient donc ce vecteur-là. On obtient ce vecteur-là, et maintenant, par définition de K, de K, hein, ce vecteur dk alpha de t, il ne peut pas être linéairement indépendant des cas précédents, de ces cas vecteurs ici. Hein, sinon, on aurait pu prendre K un cran plus grand. Hein, donc, dk de alpha de t, c'est une combinaison linéaire de ces vecteurs. Et ça veut dire que quand on met cette combinaison linéaire ici, le vecteur d grand lambda de t, c'est un multiple de grand lambda, puisque le seul terme qui va contribuer,
hein, c'est la partie en dk-1 alpha de t, puisque toutes les autres sont déjà annihilées par ce vecteur qui est ici. Bon, ben, donc on a montré que le vecteur, enfin le multivecteur lambda de t, là, dans cet espace, hein, il varie, mais il varie de façon proportionnelle à lui-même. Sa dérivée, hein, est proportionnelle à lui-même, ça veut dire que sa direction ne change pas, et si sa direction ne change pas, ça veut dire que grand F de t est constant. Hein. Donc grand F de t est constant, et c'est bien ce qu'on voulait démontrer. Hein, pardon, je suis trop vite. Hein, c'est bien ce qu'on voulait démontrer. D'accord ? Donc la condition de non-planarité est pertinente par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à trouver des t tels que alpha de t soit diophancien. En tout cas, pour le moment, c'est ne soit pas contenu dans des hyperplans rationnels. Hein, mais enfin, ensuite. Alors, donc, pour pouvoir faire quelque chose avec cette condition de non-planarité, il faut la rendre quantitative. Donc, c'est le sens de la définition suivante. Hein, on va dire que donc le germe, c'est le même que précédemment, et AB non planaire. Donc, B et A sont des constantes strictement positives avec B plus grand que A. Si, quand on regarde la matrice, donc on vient de dire la non-planarité, ça veut dire que ces vecteurs forment une base. Et donc, si je prends la matrice A, dont les colonnes sont ces vecteurs, ça veut dire que cette matrice est inversible. Donc, je demande que cette matrice non seulement soit inversible, mais vérifie les estimations suivantes. La norme de A inférieure à B et la norme de A-1 inférieure à A-1. Donc, B et A sont ces constantes, hein, qui sont ici. Alors, ici, on peut choisir a priori n'importe quelle norme. On peut dire que ça changera les constantes dans toutes les choses qu'on manipule. Enfin, je veux dire, ça change éventuellement les valeurs de B et A par des constantes ne dépendant que de la dimension, enfin, ne dépendant que du changement de norme, mais ce n'est pas important. Donc, le théorème de Piartli répond à la question, enfin, je veux dire, qu'on se posait au début. Si on a donc une application alpha qui est AB non planaire en tout point de I donc c'est un intervalle de définition, hein, eh bien, alors, d'abord, il faut prendre taux assez grand. Hein. Vous voyez que ce n'est pas les... Enfin, en général, taux positif suffit à obtenir des ensembles diophanciens strictement positifs. Hein. Suffit à obtenir des ensembles diophanciens de mesure totale. Ici, je ne prétends pas que ça soit optimal, mais enfin, il faut, pour le théorème de Piartli, choisir taux assez grand, hein, strictement supérieur à nn-2. Alors, avec cette valeur de taux, hein, eh bien, on va pouvoir trouver une constante dépendant de taux, hein, telle que... Alors, quand je dis dépendant de taux, elle dépend aussi de n, mais enfin, j'ai un peu triché parce que la dépendance en n est cachée derrière l'hypothèse sur taux. Hein, donc, enfin, il faut peut-être probablement mieux y penser comme dépendant de taux et de n. Hein, tel que, donc, pour tout gamma, donc l'ensemble des t tel que alpha de t n'est pas diophancien avec ses constantes gamma et tau, donc tau étant donné comme ceci, eh bien cet ensemble a une petite mesure, enfin, et a une mesure contrôlée par ceci. Alors l'important d'abord, c'est que lorsque gamma tend vers 0, donc, eh bien, cette estimation tend vers 0, et donc cette mesure finira par devenir plus petite que la mesure de I, en tout cas de plus en plus petite, et donc la plupart des t dans I, hein, finiront par satisfaire cette condition diophancienne. En particulier, presque tout, si vous voulez intersecter sur les gamma, hein, presque tout t dans I va vérifier une condition HDC de taux, sans paramètre gamma. Alors, il y a une dépendance assez précise ici, non seulement donc par rapport à gamma, qui est la dépendance principale, si j'ose dire, hein, mais aussi par rapport aux constantes BA qui entrent ici. Bon, c'est ce que j'ai anticipé un petit peu. J'ai une constante C ici. Donc vous voyez bien que les changements de normes conduisent à changer B et A peut-être par des constantes multiplicatives, mais de toute façon, j'ai cette constante ici qui peut absorber n'importe quelle constante multiplicative provenant de B et A. Alors, j'ai mis sur le web, enfin sur ma page web, une preuve de ce théorème et en fait de deux corollaires qui vont apparaître un tout petit peu après. Ce que je voudrais juste ici écrire au tableau, c'est un énoncé
qui est en quelque sorte l'énoncé intermédiaire principal, qui est plus simple que le théorème de Piartli, puisqu'il se passe complètement en dimension 1. Alors, je fais, par rapport à l'énoncé qui est ici, il va avoir un décalage de 1 sur l'entier n. Hein. Donc, soit alpha. Alors, ici, on va être complètement en dimension 1, donc défini sur un intervalle, mais à valeur dans R. Donc, pas à valeur dans Rn comme dans Piartli. Hein, une application de classe Cn. Donc le n, maintenant, il apparaît ici, c'est-à-dire c'est le nombre, enfin je vais considérer des dérivés jusqu'à l'ordre n. Et encore une fois, j'ai fait un décalage de 1 dans les dérivés, puisque ici, les dérivés n'apparaissent que jusqu'à l'ordre n-1. Hein. Donc on suppose, alors on va avoir une hypothèse qui correspond à l'hypothèse de AB non-planarité. Hein, mais évidemment, ici, je suis dans R. Je veux dire, l'appeler non-planarité, ça n'aurait pas grand sens. Hein, qui est la suivante. Donc, je suppose que pour tout t dans I, eh bien, quand je regarde le maximum des dérivés, donc je regarde les dérivés à partir de m égale 0, donc alpha elle-même, hein, alpha est jusqu'à l'ordre n. Hein, donc ce maximum, je demande que ce maximum soit toujours plus grand que A et plus petit que B. Donc ça, c'est juste une hypothèse de contrôle de la norme Cn de l'application. Par contre, bien sûr, ici, c'est une hypothèse hautement non triviale de dire que j'interdis, en gros, que j'interdis que toutes les dérivées s'annulent à la fois. Hein. Mais enfin, c'est plus précis, c'est plus quantitatif que ça, bien sûr. Donc on suppose ceci. Alors, si je regarde la mesure de Lebesgue de l'ensemble des t dans I, tel que alpha de t est plus petit que gamma, donc il n'y a plus de Diophantien, il y a juste demandé que alpha soit petit. Hein. Et bien sûr, on l'applique ensuite pour obtenir Piartli, on l'applique aux formes linéaires obtenues en faisant le. Donc maintenant, alpha est à valeur dans Rn, et en faisant le produit avec un vecteur rationnel, enfin un vecteur entier de Zn. Donc, lorsqu'on regarde, donc tout ça c'est expliqué dans l'annexe qui est sur le web. Hein. Enfin, je mets cet énoncé au tableau. L'ensemble des t dans I tel que alpha de t est inférieur à gamma, eh bien cette mesure de Lebesgue est donnée par la même estimée avec le décalage que j'ai mentionné. Donc ici 1 sur n. Et alors, je veux, encore une fois, la démonstration pour n quelconque se trouve sur le web. Pour n égale 1, c'est facile d'expliquer au tableau, et donc je vais le faire. Hein, qu'est-ce qui se passe pour n égale 1 ? Donc, c'est évidemment un cas un peu trop simple, en quelque sorte. Mais enfin, malgré tout, il faut bien commencer quelque part. Qu'est-ce qui se passe pour n égale 1 ? Bah, je fais un dessin essentiellement. Hein. Alors, non, il y a peut-être une remarque préliminaire. Hein. Il y a une remarque préliminaire qui vaut d'ailleurs, enfin, qui est d'abord de dire qu'on peut supposer A égale 1. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire le changement, donc A donne 1, B donne B sur A, gamma donne gamma sur A. Et vous voyez que l'hypothèse comme la conclusion seront invariantes. Hein, donc, à cause simplement de l'homogénéité de l'énoncé, hein, on peut supposer que A égale 1, ce que je vais faire. Hein. Donc maintenant, on a, alors quand je suis n égale 1, hein, mon hypothèse, c'est que max de alpha de t d alpha de t hein, est partout supérieur à 1 et par ailleurs inférieur à b. Alors, je dessine alors ici, c'est l'intervalle -1, 1.
Et puis j'ai au milieu, alors bien sûr, il suffit de le faire quand gamma est petit. Hein. Quand gamma n'est pas petit, cette quantité va devenir plus grande que la longueur de I, et il n'y aura rien à démontrer. Hein. Donc je peux toujours supposer que gamma est petit. Donc voilà la bande de partie imaginaire, donc ça c'est moins gamma, gamma. Hein. Donc c'est ce qui correspond à cette inégalité ici. Donc si je dessine le graphe de alpha, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre du rouge, ce sera plus joli. Alors, bon, je veux dire que je ne passe pas trop de temps dans la bande centrale. Hein. Alors, supposons que je la traverse à un moment donné. Alors, à cause de l'hypothèse qui est ici, bien sûr, quand je la traverse, alpha est petit, donc cette inégalité me dit que c'est la dérivée qui est plus grande que 1. Alors, je peux la traverser en montant ou en descendant, mais de toute façon, je ne peux pas osciller dedans, puisque la dérivée doit rester plus grande que 1 en valeur absolue. Hein. Donc, voilà, je la traverse à vitesse. Alors, le mieux que je puisse faire, c'est la traverser à vitesse 1 pour qu'à ce moment-là, l'intervalle correspondant soit de longueur 2 gamma, hein, si je la traverse à vitesse 1. Sinon l'intervalle est encore plus court. Hein. Est encore plus court. Alors, une fois que je suis sorti, j'ai toujours pas, comme alpha est toujours plus petit que 1, hein, j'ai toujours pas le droit d'annuler ma dérivée. Je n'ai pas le droit d'annuler, la dérivée doit rester. Mais maintenant, j'ai intérêt, parce que si je veux avoir un autre intervalle, alors bien sûr, il se peut que celui-ci soit le seul intervalle, je veux dire que cet ensemble-là soit formé d'un seul intervalle. À ce moment-là, j'ai essentiellement terminé. Hein, j'ai obtenu, n'oubliez pas que n égale 1. Hein, donc, j'ai contrôlé la taille, A égale 1 également. Donc, j'ai contrôlé la taille par gamma fois C. Hein, c'est ce qui compte. Alors, le problème, c'est si I est très long, hein, donc je risque d'avoir d'autres intervalles. Je n'aurai pas un seul intervalle dans cet ensemble, j'en aurai plusieurs. Alors maintenant, où peut être le prochain intervalle? Ben, le plus efficace que je puisse faire, c'est monter très vite. Mais très vite, ça m'est limité quand même par le fait que la dérivée est plus petite que b. Donc utiliser quelque chose de l'ordre de b-1 pour monter jusqu'à la valeur 1. Et une fois que je suis arrivé à la valeur 1, alpha est devenu donc plus grand que 1, donc je peux maintenant annuler ma dérivée. Donc je peux faire demi-tour et donc repartir dans l'autre sens, toujours descendre suivant cette valeur, hein, et puis là de nouveau traverser l'intervalle et puis continuer comme ça. Donc vous voyez que vous avez en gros des petits intervalles ici où vous traversez la bande qui sont de longueur plus petite que 2 gamma, séparés par des intervalles, des plus grands intervalles, si j'ose dire, qui sont de longueur 2b-1, où vous arrivez à changer le signe de la dérivée sans contredire à cette condition. Puis vous continuez. Donc quand vous faites le compte, vous comptez le nombre d'intervalles versus la longueur de I, et vous voyez, vous obtenez cette estimation. Donc bien sûr, ça c'est le cas très simple où n égale 1, et donc je n'ai pas beaucoup le choix, comme le max doit être supérieur à 1, c'est soit alpha, soit la dérivée. Alors évidemment, ça se complique un petit peu pour n plus grand, et donc je vous encourage à lire le texte, parce qu'on a le choix entre plus de dérivées, et donc il faut faire un peu plus attention. Et d'ailleurs, bien sûr, le résultat n'est pas le même, puisque c'est gamma puissance 1,5, c'est pas gamma... je veux dire, n égale 2 donnera gamma puissance 1,5, etc. Le résultat se détériore à mesure que n augmente. Bon. Alors, voilà pour... par contre, je vais... Donc voilà pour l'énoncé du théorème de Piartli. Piartli ou la non-planarité,
c'était pour des courbes, hein, des applications alpha définies sur un intervalle ou un voisinage de 0 dans R. Enfin, en tout cas, on définit une variable. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour plusieurs variables? Essentiellement, on se ramène à une variable, c'est-à-dire qu'on dit qu'un germe, maintenant défini sur un voisinage de 0 dans Rm, M étant quelconque, hein, est AB. Alors, j'ai utilisé un autre nom, hein, que le précédent. La raison pour utiliser pour moi un autre nom, c'est que même lorsque petit m égale 1, ça fait un concept légèrement différent, évidemment relié, mais pas tout à fait équivalent au précédent. Hein. Donc, s'il existe un germe de classe C infini nu, donc je veux simplement, en quelque sorte, faire passer une courbe par 0 ici, et de façon que quand je fais la composition alpha rond nu, maintenant j'ai quelque chose de défini avec une seule variable, et donc peut-être que ça soit AB non planaire en 0. D'accord? Donc, bon, là c'est une définition très simple. Et donc, on a un résultat qui est une conséquence très facile du théorème de Piartli et du théorème de Fubini, hein, en fait, qui est le suivant. Donc, c'est la même contrainte sur l'exposant tau. Hein. Donc, je considère une partie compacte, bon, simplement parce que je veux des choses uniformes. J'ai une application alpha, hein, de classe C infinie définie sur un voisinage de K à valeur dans Rm. Donc, je suppose que alpha est AB faiblement non dégénéré, donc en sens qui est ici en tout point de K. Eh bien, donc sous ces conditions, alors j'obtiens ici une estimation qui ressemble beaucoup à la précédente, le gamma sur A puissance 1 sur n-1 qui est le même. La seule différence, c'est moins précis que l'estimation précédente, dans le sens où la constante C dépend du domaine K. Dans l'estimation qui est encore au tableau d'ailleurs avec l'intervalle I, la constante C, j'aurais dû le dire d'ailleurs, pardon, hein, la constante C ne dépendait que de n. Hein. Et de rien d'autre. Hein. Alors, la dépendance en taux, ça c'est normal parce qu'à un certain moment, on doit sommer sur différents hyperplans, etc. Donc, la dépendance en taux, elle existe déjà, si je reviens en arrière dans le théorème du Piartli. Hein. La constante C, elle dépendait de taux. Elle dépendait encore une fois de n, mais j'avais un peu triché en disant que quand je fixe taux, il n'y a qu'un nombre fini de valeurs possibles pour n. Donc, je peux toujours prendre le sub sur n. C'est un peu ridicule. Enfin, je veux dire, c'est un peu triché d'une certaine façon. La constante C dépend vraiment de n et de taux. Hein, et ici, donc la constante C qui apparaît ici, je lui permets aussi de dépendre de K lui-même. Hein, donc ici, on avait cette dépendance explicite par rapport à l'intervalle I, que ici on n'a plus vraiment, hein, mais enfin, ce n'est pas très grave. Donc, on a quand même toujours, l'important, c'est toujours d'avoir ce gamma, hein, qui apparaît ici, puissance 1 sur n-1, et donc pouvoir rendre cette quantité aussi petite qu'on veuille, hein, en prenant gamma assez petit. OK. Alors, il y a une autre conséquence. Donc, je devrais dire, oui, la démonstration du corollaire se trouve aussi dans le texte que j'ai mis. Donc, j'ai un texte où il y a la démonstration de la proposition, en fait, qui est la principale, enfin, pour n quelconque, j'ai donné le cas n égale 1, mais la démonstration de la proposition pour n quelconque, comment déduire le théorème de Piartli, c'est très facile. Je veux dire, c'est vraiment cette proposition qui est le cœur du sujet. Hein. Ensuite, comment déduire ensuite du théorème de Piartli le corollaire, et finalement, comment déduire le résultat suivant, donc un autre corollaire, qui est d'une nature légèrement différente, puisque cette fois-ci, je vais supposer quelque chose d'un peu différent. Donc, je me donne gamma positif, un exposant tau 0 pour la condition diophantienne, et grand M, c'est un ordre qui est supérieur à petit m. Alors, donc il existe un taux, hein, donc, qui va dépendre de la dimension petit n, de l'exposant grand M qui arrive ici, vous allez voir comment grand M entre, et de l'exposant initial tau 0, hein, tel que si on se donne un germe faiblement dégénéré. Donc ça, c'est la même chose, hein, mais simplement là, je n'ai pas spécifié les constantes, parce que la conclusion ne dépend pas des constantes spécifiques. Donc, et d'ailleurs, je ne suppose que la non-dégénérescence
j'ai oublié un nom, pardon, je suis désolé, c'est faiblement non dégénéré. Bon, donc c'est faiblement non dégénéré en 0, hein, mais je suppose quelque chose de plus, hein, que je ne supposais pas avant, hein, c'est qu'en 0, la valeur alpha de 0 elle-même est diophantienne. Donc diophantienne avec cet exposant qui était fixé, hein, et un certain gamma qui est également ici. Alors 2 gamma en fait, parce que je vais faire passer 2 gamma à gamma dans la ligne suivante. Hein. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis que l'ensemble des t, donc tel que... Alors je regarde au voisinage de 0, hein, donc dans Rm. Au voisinage de 0, je veux que alpha de t appartienne. Alors je diminue la constante gamma par 2, mais surtout j'augmente l'exposant tau 0 de tau 0 à tau 1. Hein. Il faut voir que tau 1, bon, qui dépend de nm, tau 0, etc., va être beaucoup plus grand que tau 0, a priori. Hein. Et aussi, lorsque m devient de plus en plus grand, donc grand M, c'est l'exposant qui apparaît ici. Donc je suis dans Rm, hein, j'ai un voisinage de taille epsilon, donc j'ai une boule qui a comme mesure epsilon puissance petit m, hein, et par contre, je demande que l'ensemble des mauvais t, ceux qui ne vérifient pas la condition diophantienne, hein, l'ensemble des mauvais t soit de mesure beaucoup plus petite. Hein, donc je peux me donner grand M à l'avance, mais évidemment, si je me donne grand M de plus en plus grand, il faudra que je prenne tau 1 de plus en plus grand. Hein. Donc je veux dire, en général, on va plutôt se fixer grand M strictement plus grand que petit m, et à ce moment-là, on choisira tau 1 en conséquence. Voilà. Donc cet énoncé vient aussi essentiellement du théorème de Piartli, enfin, ou pas exactement du théorème de Piartli, il vient plutôt de l'estimé qui est dans cette proposition, qu'on utilise une première fois dans le théorème de Piartli et qu'on utilise une deuxième fois dans la démonstration de ce corollaire. OK, alors, bon, donc ça c'est disons, ça n'a formellement aucun lien avec les théorèmes de Kamm. Hein. Je veux dire, c'était juste une propriété des nombres diophantiens par rapport aux valeurs d'une application donc non planaire ou faiblement non dégénérée. Alors ensuite, par contre, on peut en tirer des conséquences des théorèmes qu'on vient d'énoncer sur les théorèmes Kamm, hein, sur des résultats de type Kamm. Hein. Donc, considérons d'abord, alors il y a deux comme l'indique le grand 1 ici, hein, deux situations, comme souvent d'ailleurs dans la théorie Kamm, deux situations qu'on a envie de considérer. La première, c'est perturbation d'un Hamiltonien complètement intégrable, et la deuxième, qui s'apparente un peu à la première, mais enfin à cause de la forme normale de Birkhoff, hein, c'est voisinage d'un tor lagrangien invariant diophantiens. Alors, donc ici, c'est la première situation, le premier contexte. Hein. On a un Hamiltonien complètement intégrable, donc sur un produit Tn fois U. Donc les variables d'action varient dans U, les variables d'angle angulaire dans Tn, la forme symplectique et la forme standard. Hein. Donc, l'hypothèse qu'on fait donc, par rapport au théorème Kamm standard, dans le théorème Kamm standard, on supposait que cette application était un difféomorphisme, hein, que la torsion était non dégénérée, donc que cette application était un difféomorphisme. Ici, on suppose beaucoup moins, puisqu'on suppose que cette application, qui est toujours de Rn dans Rn, enfin de U, plus exactement, de U à valeur dans Rn, hein, cette application est seulement faiblement non dégénérée. Hein, donc ça ne fait qu'éviter qu'elle tombe dans un hyperplan, hein, en gros. Donc on se donne epsilon positif. Hein, et bien donc, étant donné epsilon positif, si on a pris donc un voisinage de H0 dans la C-infinie topologique qui dépend bien sûr de epsilon, hein, et bien l'ensemble des points de Tn fois U qui, donc pour le Hamiltonien perturbé, qui lui n'est plus complètement intégrable, hein, l'ensemble des points qui n'appartiennent pas à un tor lagrangien diophantiens, hein, et bien cet ensemble est de mesure de Lebesgue plus petite que epsilon. Alors il faut probablement, je devrais supposer pour que je puisse m'en tirer raisonnablement dans cet énoncé que U est borné, enfin que j'ai des estimations raisonnables.
Pardon. Bon, donc ça c'est un premier énoncé. La démonstration, je ne la détaille pas. Disons, on a une idée assez, on peut avoir une idée assez précise de la démonstration. C'est une combinaison du théorème de Piartli, ou plutôt du corollaire. Le théorème de Piartli, c'était sur les choses non planaires. Ici, c'est sur les choses faiblement non dégénérées. Donc, une conséquence du théorème de Piartli et du théorème de conjugaison conditionnelle, puisque le théorème de conjugaison conditionnelle produisait une application alpha, justement, qui ici sera proche de cette application. Alors, j'aurais dû faire la remarque avant, mais être faiblement non dégénéré, c'est de nouveau une condition ouverte, puisque je demande être non planaire, c'était une condition ouverte. Être faiblement non dégénéré, c'est une condition ouverte, puisqu'il faut pouvoir faire passer une courbe telle que la courbe soit elle-même faiblement non planaire. Et la même courbe peut servir pour un alpha voisin, parce que la non-planarité étant ouverte, on gardera les choses. Alors, ouverte, je veux dire, avec des constantes AB, il faut probablement remplacer A par A sur 2 et B par 2B. Mais enfin, je veux dire, modulo ce genre de détail, les conditions sont ouvertes. Et donc, si je pars d'une application faiblement non dégénérée, pour un Hamiltonien perturbé, le théorème de conjugaison conditionnelle va me donner une application qui est C infini proche. Et cette application C infini proche sera donc faiblement non dégénérée. Et le contenu même du théorème de conjugaison conditionnelle, c'était que quand cette application prenait des valeurs dans un ensemble de nombres diophantiens, eh bien, le théorème de conjugaison conditionnelle produisait un tore invariant avec ce vecteur de fréquence, et qui plus est, le tore invariant dépendait de façon lisse au sens de Whitney du paramètre P. Et donc va produire au total un ensemble de tores invariants. Si j'ai un ensemble de P tel que alpha de P diophancien, qui est de grande mesure, eh bien j'aurai un ensemble de tores invariants qui lui sera lui-même de grande mesure. Donc, bon, il faut bien sûr mettre un peu d'huile, en quelque sorte, dans ces rouages, mais enfin, c'est essentiellement ceci la démonstration du théorème. Voilà, donc une version nettement plus forte, en quelque sorte, que la version standard du théorème CAM. Et alors ensuite, une deuxième version qui est essentiellement, qui est proche de la précédente, mais où je considère, au lieu de considérer un Hamiltonien complètement intégrable, je considère un Hamiltonien, H fixé. Donc là, je ne vais pas perturber le Hamiltonien, je vais juste avoir un Hamiltonien donné, donné H, et je suppose que H, par contre, a au départ un tore lagrangien diophancien, invariant, tore lagrangien diophancien, qui est qui est diophancien. Donc ça veut dire que le vecteur de fréquence correspondant sur T est effectivement diophancien. Alors, j'utilise justement le fait qu'il soit diophancien pour écrire une forme normale de Birkhoff. Donc je vais pouvoir écrire H de QP localement. De nouveau, la forme symplectique est bien sûr la forme standard sur le voisinage de Tn fois 0. Et donc, dans les coordonnées Q le long de Tn et P transversalement, je peux écrire la forme normale du Birkhoff sous la forme, donc un polynôme ici qui dépend seulement des variables P, qui va jusqu'à l'ordre n, et puis ensuite un reste, donc, qui est un grand taux de Pn plus 1, où toute la dépendance en Q donc, se trouve concentrée. Donc, comme je l'avais expliqué à l'époque, une partie que j'ai envie de dire complètement intégrable, et puis un reste qui est d'ordre élevé, le long de P égale 0. Voilà, donc ça c'est juste la forme normale de Birkhoff. Alors maintenant, le théorème s'énonce de la façon suivante. Alors j'aurais pu reparler de faiblement non dégénéré, mais là, comme je profite en quelque sorte que les choses se passent localement en P égale 0 pour remplacer l'hypothèse faiblement non dégénérée par une hypothèse un tout petit peu plus parlante, en quelque sorte, qui est que l'image, et le fait que j'ai ici une application polynomiale. Ici, Hn, c'est vraiment un polynôme en P, dans les variables P, en particulier analytique et tout ce qu'on veut. Donc, quand on a des applications analytiques,
bien sûr, une application analytique ne peut pas se trouver contenue dans un hyperplan sous un ouvert, sans être partout contenu dans cet hyperplan. On a le prolongement analytique. Donc ici, l'hypothèse que je fais du gradient delta Hn n'est pas contenu dans un hyperplan de Rn, va impliquer en fait que ce gradient delta Hn va être faiblement généré, peut-être pas en P égale 0, mais certainement sur un ouvert dense, et donc sur la plus grosse partie d'un voisinage de P égale 0. Alors la conclusion est en gros un peu la même que la précédente. En fait, si je regarde au voisinage de Tn fois 0, lorsque epsilon est assez petit, donc dans un voisinage assez petit, l'ensemble des points qui ne se trouvent pas dans un tore lagrangien diophantien, invariant par H, donc ici je n'ai pas perturbé, c'est le grand H de départ, et bien cet ensemble est de mesure relative grande lorsque epsilon tend vers 0. Donc là, ici, j'ai mis appartient pas, donc mesure relative petite lorsque epsilon tend vers 0. Donc, de nouveau, alors, les détails ne sont pas tout à fait les mêmes que dans le théorème précédent, mais ici, j'ai plus besoin d'utiliser l'autre corollaire que j'ai indiqué, celui où on avait la mesure des points ions diophantiens qui était d'ordre epsilon puissance grand M avec un grand M là, grand, mais enfin, ça se passe quand même basiquement de la même façon. Bon, alors, dans la fin du cours, je voulais discuter du théorème de stabilité du système solaire. Alors, ça aurait été un bon moment pour faire la pause, mais c'est un peu tôt, donc je vais commencer la discussion, comme ça j'aurai un peu plus de temps pour ensuite parler du théorème de stabilité du système solaire. Donc, ce qu'on appelle théorème de stabilité du système solaire, ça sera énoncé précisément dans quelques slides. Donc, c'est un théorème sur d'abord le problème des n-corps, enfin plutôt 1 plus n-corps, vous allez voir en mécanique céleste, dont l'énoncé a été formulé par Arnold au début des années 60, mais avec une preuve incomplète, qui s'est révélée incomplète postérieurement. Ensuite, dans les années 90, Hermann a donné une série d'exposés présentant la preuve, enfin en tout cas une stratégie de preuve. Donc c'est cette stratégie que Fejos a mis en œuvre début des années 2000 pour rédiger une preuve complète avec tous les détails que je vous encourage à aller lire. Ceci étant, donc je discute ici, évidemment il ne va pas être question pour moi la preuve fait quand même 60-70 pages. Alors même une partie de la preuve a déjà été présentée en quelque sorte dans ce que j'ai fait avant, théorème de conjugaison conditionnelle ou des choses comme ça. Mais enfin, malgré tout, il reste quand même encore un morceau assez sérieux. Et donc, je ne vais pas du tout donner une preuve complète. Je veux juste donner ce qui pourrait être un plan ou un sketch en vous encourageant à aller lire les détails dans Fejos. Voilà, donc on considère le problème planétaire à 1 plus n corps. Alors 1 plus n, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a d'une part le Soleil, c'est le 1. On a le Soleil, on appelle M0 sa masse, et donc grand Q0 sa position, donc c'est un vecteur dans R3, et P0 son impulsion, qui est un autre vecteur dans R3. Et puis on a les planètes, et pour les planètes, on introduit un petit paramètre epsilon, c'est-à-dire qu'on prendra comme masse des planètes epsilon M1, epsilon Mn, donc le fait que epsilon soit petit représente le fait que les planètes sont évidemment beaucoup plus légères que le Soleil, et donc les positions sont données par Q1, Qn, et les impulsions par P1, Pn. Alors vous voyez que du coup, comme les masses sont petites, les impulsions vont être beaucoup plus petites que P0. Alors ça se reflète. Alors, au départ, si je travaille là-dedans, avant de dire plus avant, si je travaille donc dans ce problème des 1 plus n corps, il y a donc dans l'espace des phases 6 paramètres pour chacun des corps, donc ça ferait 6n plus 6 paramètres. Mais la première chose à faire, c'est de se débarrasser en quelque sorte de l'invariance par translation. L'invariance par translation me dit que la conservation de l'impulsion va me dire que je peux supposer, en choisissant le repère de façon appropriée, repère Yaïlien de façon appropriée, que
le centre de masse est fixé à l'origine. Donc le centre de masse ne bouge pas, et d'autre part, j'ai mis l'origine du repère au centre de masse. Hein. Donc on se débarrasse comme ça de 6, coordonnées, hein, et donc on va se retrouver en dimension 6n, hein, 6 fois n. Donc je ne vais plus avoir à regarder la position du Soleil, et on va introduire ce qu'on appelle les coordonnées héliocentriques. Donc bon, c'est bien expliqué, enfin je veux dire par cette formule, hein. C'est la position donc, de la planète J par rapport au Soleil, qui est en Q0. Donc voilà le XJ. Et puis comme on veut garder du point de vue des impulsions, on en profite pour se débarrasser du petit paramètre epsilon, puisque les impulsions PJ ici font intervenir la masse, et dans la masse, il y a le paramètre epsilon. Donc ici, on s'est débarrassé du paramètre epsilon, et c'est donc simplement MJ QJ point, donc qui est ici. Donc ça, c'est les coordonnées héliocentriques, et on peut écrire à ce moment-là le hamiltonien. Donc le hamiltonien qui s'écrit h de xy. Donc une partie qui est ici, cette partie, c'est ce qu'on appelle le hamiltonien keplérien. Hein, donc c'est une partie qui représente simplement l'attraction mutuelle entre le Soleil et chacune des planètes. Donc c'est une somme sur J. Hein, les planètes, dans cette partie du hamiltonien, les planètes sont indépendantes. Hein, et donc on a un terme d'énergie cinétique correspondant à la planète J, un terme d'énergie potentielle correspondant à la même planète J, avec des coefficients de masse qui ne sont pas tout à fait les coefficients initiaux. Hein, ils apparaissent sur la... Je ne sais plus si c'est... Oui, c'est là. Sur ce slide. Donc vous voyez que μJ, vous voyez ici, epsilon est petit, donc μJ, c'est à quelque chose près une MJ. Hein, μJ-1 est une perturbation de MJ-1, donc μJ est une petite variante de petit mj, et grand mj, par contre, c'est une variante de petit m0. Voilà, donc ce n'est pas très important de toute façon, puisque c'est des paramètres dans toute la discussion. Hein, les masses sont fixées ici. Par contre, on laissera tendre epsilon vers 0. Hein. Donc, on a ce hamiltonien keplérien. Hein. Alors, je me suis déjà débarrassé, en faisant ce changement de variable, ici epsilon-1, hein, d'un facteur epsilon. Enfin, je veux dire, si je devais tenir compte du problème des 1 plus n corps dans sa variante naturelle sans paramètre epsilon, hein, j'aurais effectivement déjà un paramètre epsilon ici en face. Et puis ensuite, donc, un hamiltonien perturbatif, epsilon h pair, donc un hamiltonien perturbatif qui, lui, reflète simplement l'attraction mutuelle des planètes, entre les planètes. Hein, donc vous reconnaissez un terme d'énergie cinétique ici, de nouveau, YJ, YK sur M0. Hein, et ici, donc, un terme d'énergie potentielle, hein, qui est donc le produit des masses divisé par la distance des planètes. Donc voilà, bon, pour le moment, on n'a pas fait grand-chose, en quelque sorte, on a juste décomposer le hamiltonien en une partie qu'est-ce qui se passe quand epsilon égale 0, hein, et le terme perturbatif. Alors bien sûr, quand epsilon égale 0, on a une famille de n problèmes à 2 corps, et là, on connaît les solutions, elles sont données par les lois de Kepler. Alors, en fait, on ne va pas s'intéresser à tout l'espace des phases dans le théorème de stabilité du système solaire. Hein, on s'intéresse seulement aux orbites qui sont... alors, je reviens en arrière, ici. Hein, comme je l'ai dit, regardons d'abord avec epsilon égale 0. Donc, je barre ce terme-là. On a le système keplérien, donc n problèmes à 2 corps. Alors, dans le problème à 2 corps, on a des solutions qui peuvent être des hyperboles ou des paraboles ou des ellipses. Alors, je vais m'intéresser d'abord, pour commencer, hein, seulement aux solutions elliptiques, donc ce qui correspond à un domaine, enfin un ouvert dans l'espace des phases. Qui plus est, je ne vais pas supposer que les ellipses soient arbitraires. Hein. En fait, je suppose que les ellipses en question, hein, sont proches d'orbites presque circulaires, et qui plus est, le plan de ces ellipses est presque horizontal. Hein, donc je pars d'une situation très particulière, hein, qui sont les orbites donc, circulaires, horizontales, directes, ça veut dire qu'elles tournent dans le même sens. Hein. Toutes les planètes tournent dans le même sens, hein, et toutes leurs orbites sont circulaires,
hein, et avec donc des rayons évidemment différents, autrement, différents, mais justement rangés dans cet ordre-là, c'est juste une question de numérotation des planètes. Hein, donc j'ai n cercles concentriques, horizontaux, hein, centrés à l'origine, bien sûr, et donc avec ces rayons-là. Donc ça, c'est une solution particulière, hein, du hamiltonien keplérien. Dans l'espace des phases, vous voyez que c'est une solution, enfin, cette solution, quand j'ai fixé les rayons, hein, ça représente un tor de dimension n, puisque chacune des planètes se déplace sur le cercle et il y a un argument, hein, et les arguments des différentes planètes sont a priori indépendants. Hein, donc je suis en train d'avoir ici un mouvement quand j'ai fixé, hein, j'ai une famille de tors Tn paramétrés par ces rayons. Hein, mais quand j'ai fixé ces rayons-là, hein, j'obtiens un tor T puissance n, et donc sur ce tor, donc un mouvement linéaire, enfin usuel, qui peut être rationnel ou irrationnel suivant les valeurs des rayons. Ça. Mais enfin, en tout cas, un flot linéaire. Alors, oui, justement, donc, je rappelle les premières lois de Kepler, donc que les solutions seront elliptiques, et donc au voisinage de cette solution, particulière, je reste pour le moment avec le hamiltonien keplérien. Hein. Je ne touche pas, enfin, je veux dire, le epsilon va devenir positif, mais seulement un peu plus tard. Pour le hamiltonien keplérien, donc j'ai ces problèmes à deux corps indépendants, n problèmes à deux corps indépendants, qui donnent des orbites. Donc si elles sont proches d'être circulaires et horizontales, je vais avoir des orbites qui sont donc presque horizontales. Hein, et comme elles sont proches d'être circulaires, l'excentricité, que je vais appeler epsilon j de ces orbites elliptiques, va être faible. Hein. Et bien sûr, la taille va être essentiellement... Donc ça, je vous rappelle la loi de Kepler, c'est que l'origine sera un des foyers de l'ellipse, et donc le demi-grand axe, donc la tradition c'est le T1 10J, hein, sera proche du rayon du cercle initial, puisque de toute façon l'excentricité est faible. Donc ça, c'est pour le hamiltonien keplérien. Alors c'est le moment, je vais peut-être effacer... Je reviendrai après, c'est pour avoir la place ensuite de faire un dessin. Alors, on va introduire les coordonnées de Poincaré. Alors, je pense que stratégiquement, comme il me faut un petit moment pour expliquer ce que sont ces coordonnées, je vais plutôt foncer, je reviendrai là-dessus. Hein. Donc, c'est des coordonnées. Alors, pour le moment, je veux juste dire la chose suivante. C'est des coordonnées qui, alors d'abord, elles seront particulièrement bien adaptées, pas forcément au problème global, hein, mais bien adaptées au genre d'orbite, au genre de solution que je recherche, c'est-à-dire des solutions proches d'orbites circulaires horizontales, directes. Hein. Donc, on va avoir des coordonnées dont je vais expliquer le sens dans un instant, hein, mais en tout cas, on remplace les 6 coordonnées qu'on avait pour chacune des planètes par 6 autres coordonnées qui sont indiquées ici. Hein. Alors, d'abord, première qualité de ces coordonnées, c'est que la forme symplectique a toujours la même forme. Je veux dire, c'est un changement de variable symplectique. Alors, je saute sur le... Je reviendrai donc ensuite. Je voulais juste énoncer le théorème et ensuite faire une pause. Donc, comment va s'énoncer le théorème, hein, donc, pour tout choix de masse et tout choix de rayon, hein, donc le rayon, c'est les orbites circulaires. Donc, je peux, si la perturbation est suffisamment petite, hein, donc il existe epsilon 0 tel que pour epsilon assez petit, eh bien le grand H, alors évidemment maintenant c'est le grand H où j'ai remis epsilon, hein, ce n'est pas le hamiltonien keplérien, eh bien ce grand H aura au voisinage, donc je vous ai expliqué qu'on a ce tore de dimension n associé
à ces orbites circulaires ici, donc au voisinage de ce tor de dimension n, hein, un ensemble qui sera de grande mesure relative. Alors, grande mesure relative en dimension maintenant 6n, hein, 6 fois n, qui est la dimension totale de l'espace des phases. Hein, en dimension 6n, formé. Alors, attention, parce que ces tors invariants quasi périodiques qu'on va obtenir, hein, alors, ils ne sont pas lagrangiens, parce qu'ils sont seulement de dimension 3n-1. Il leur manque une dimension, hein, pour être lagrangien. On verra comment, enfin, pourquoi dans la démonstration on perd cette dimension, en quelque sorte. OK, donc voilà l'énoncé. Donc ensuite, je vais, donc, dans la deuxième partie, hein, expliquer quelques vagues éléments, hein, de la preuve de cet énoncé. Voilà. Okay, en particulier, j'expliquerai pour commencer qu'est-ce qui se passe quand on fait ce changement de coordonnées en utilisant ces coordonnées de Poincaré. Donc on va faire une pause de 5 minutes.